Et à présent, mesdames et messieurs, nous aboutissons à notre débat avec ce compte-rendu. Je m'excuse, pas un compte-rendu, mais ce phénomène, chers téléspectateurs, chaque année, le 21 décembre, qu'a lieu à Luxor. Un phénomène impressionnant, la tombée perpendiculaire du Soleil sur l'axe principal des temples de Karnak. Ce phénomène marque le début de la saison d'hiver. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ola Laghezi, professeur de la langue égyptienne ancienne et ancienne doyenne de la faculté d'archéologie à l'Université du Caire. Bonjour, Dr Ola. Bonjour. Alors, ce phénomène toujours est confondu avec l'illumination de la statue de Ramsès II à Abu Simbel. On parle que ce phénomène se répète 2 fois par an, mais notre phénomène aujourd'hui est un tout petit peu particulier. Si vous pouvez nous élucider là-dessus. Oui, certainement, ce phénomène est différent de celui d'Abu Simbel, Oui. parce que ça, c'est le solstice d'hiver. Certainement, ça se passe 2 fois toujours par an, le solstice d'hiver et le solstice d'été. C'est la période de changement de saison. Donc, le solstice d'hiver se passe le 21 décembre ou le 22 décembre, et celui de l'été, c'est le 21 juin. Le fait que le temple de Karnak voit le disque solaire, ou bien le soleil, se lever entre exactement au centre de la colonnade de la grande salle de Karnak, c'est l'événement le plus remarquable à cette occasion et ce jour-là. Et sincèrement, ça représente ou ça montre la précision avec laquelle les anciens Égyptiens ont choisi les axes de leur temple. Certainement, le temple de Karnak, c'est un temple pour la religion ou bien la théologie solaire. Et c'était très important que le disque solaire illumine ce temple. Et ils l'ont fait, ils ont choisi son axe de sorte que le soleil illumine chaque salle du temple durant la journée. Certainement, ça commence avec le Saint des Saints, où il illumine la statue du Dieu, et dans un sanctuaire qui est toujours très sombre et très obscur, mais qui ne s'illumine que durant ce jour-là où le soleil commence sa trajectoire dès le centre de la colonnade de Karnak. Alors, Dr Ola, bonjour. Oui. Alors, c'est vrai que ce phénomène-là, comme vous venez de le dire, le plus important et le plus impressionnant est celui du temple Karnak, puisqu'il fait tout un alignement en pénétrant le temple comme le faisaient les anciens Égyptiens dans le temps. Mais c'est vrai que ce phénomène n'est pas unique à Luxor ni à la Haute-Égypte, puisqu'on le voit un petit peu partout. On le voit aussi dans le temple de l'oracle à Siwa et également au Fayoum. On le voit dans les anciens vestiges. On a l'impression que c'était vraiment c'était quelque chose d'essentiel chez les Égyptiens de l'Antiquité. Certainement, oui. Les Égyptiens choisissent l'emplacement de leur temple d'après l'étude des astres et des trajectoires des astres et des mouvements d'astres. Donc, ils font toujours leur compte que lorsqu'ils font le plan, ou ils mettent le plan, ou d'avoir l'axe est-ouest toujours, parce que c'est la trajectoire du soleil, toujours, c'est la même chose. Donc il faut une étude très précise et très ponctuelle astronomique pour pouvoir exactement ajuster leur temple selon cette trajectoire du soleil. En fait, c'est une partie intégrante de leur croyance. Pardon? C'est une partie intégrante de leur croyance, en fait. Certainement. Vous voyez, les anciens Égyptiens, certainement, la croyance solaire était la plus importante. Donc, tous leurs temples sont en direction est-ouest. Mais il faut remarquer aussi que le temple de Luxor, c'est le seul peut-être qui soit
en direction sud-nord. Pourquoi? Parce que le temple de Luxor représente le Nil et l'arrivée du Nil du sud au nord. Parce que le Nil, avec son inondation, apporte toutes les bonnes choses et toutes les richesses à la terre d'Égypte. Donc, c'est la réjuvénation de la terre d'Égypte. Alors, les deux centres, les est-ouest et sud et nord, sont les plus importants pour les anciens Égyptiens. Mais c'est vrai que le phénomène est incroyable parce que on voit vraiment cet alignement, c'est un axe comme s'il était tracé, même tracé à la règle, ne serait pas aussi parfait. On le voit à la perfection pénétrer le temple et traverser de l'autre côté. C'est du travail, on a l'impression que c'est divin. C'est divin. Oui, certainement, c'est très précis. C'est la précision des prêtres qui étudient les directions des étoiles et des astres pour pouvoir arriver à cette précision. Il y avait des prêtres qui montaient sur le toit des temples pour mesurer les directions des étoiles. Et c'est à travers ces études-là qu'ils précisent ou qu'ils décident de la direction du temple qui est est-ouest. Oui. Il y a un rituel de fondation qui se fait très, très intéressant et très précis avant de construire un temple. Mais lorsque l'on voit le génie des Égyptiens à l'époque, avec le peu de moyens qu'ils avaient, on sait que c'était un travail d'observation, mais on se dit que c'est quand même surhumain ce qu'ils ont fait, puisque avec le peu de moyens qu'ils avaient et avec la précision, qu'on a dans le résultat, c'est phénoménal. Quand est-ce qu'on a commencé à dire vraiment que les Égyptiens avaient cette science? C'est à partir de quelle dynastie en vrai? Oh, depuis le début, certainement, depuis la précision avec laquelle ils ont construit la grande pyramide de Khéops. C'est une précision avec les quatre directions est-ouest, sud, avec les angles exacts sud-est-ouest. Donc, cette précision existe depuis qu'ils ont commencé à construire des pyramides ou tout monument rituel, monument funéraire. C'est le miracle et ce sont des... je ne sais pas comment vous dire, mais les Égyptiens ne font rien comme ça par hasard. Oui, c'est vrai. Tout est très bien étudié. Parfait, Dr. Ola Ghezi. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur de la langue égyptienne ancienne et ancienne doyenne de la faculté d'archéologie à l'Université du Caire. Et à présent, chers téléspectateurs, nous vous présentons ce compte-rendu sur cette illumination de l'axe principal des temples de Karnak pour marquer le premier jour de l'hiver en Égypte, le 21 décembre. Voyons ensemble. Les temples Karnak ont connu mardi un phénomène annuel impressionnant, qui est la tombée perpendiculaire du soleil sur l'axe principal des temples. Un phénomène toujours attendu tant par les touristes étrangers que les Égyptiens, ce qui marque le début de la saison d'hiver, le 21 décembre de chaque année. Ce phénomène, comme expliquent les experts, montre la levée graduelle du soleil, puis sa tombée perpendiculaire sur l'axe principal des temples de Karnak. Le directeur général des temples de Karnak, Mostafa Sarir, a révélé que Karnak a connu ce mardi un grand afflux des visiteurs égyptiens et étrangers qui ont tenu à suivre ce phénomène imposant et à enregistrer ce fait unique, et donc d'en prendre plusieurs photos souvenirs. Le gouvernement de Luxor a à cette occasion organisé une festivité en collaboration avec le Conseil suprême des Antiquités, en présentant plusieurs représentations artistiques d'art populaire et folklorique. Des jeunes, vêtus de costumes pharaoniques, étaient à l'accueil des visiteurs.
Les temples Karnak ont connu mardi un phénomène annuel impressionnant, qui est la tombée perpendiculaire du soleil sur l'axe principal des بشكر السيد الوزراء والسيد الرئيس، احنا بنرحب بكم كلكم في أسوان. ده شيء فعلا يحسسنا بالفخر ويحسسنا بالاعتزاز. وقفتك دي هي الشفاء الكامل. إنني أثق ثقة مطلقة في قدرات المصريين، ويأتي في المقدمة أهل صعيدنا الأوفياء الصابرين الصامدين. أبنائي أبناء الجنوب الطيب، إنني على يقين كامل بأنكم لم تحصلوا بعد على ما تستحقونه، وأدرك إدراكا عميقا حجم معاناتكم على مدار عقود من مشكلات متراكمة. الحمد لله الصعيد في قمة أولويات الدولة حاليا. الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة. أنا فخورة جدا بأن السيد رئيس الجمهورية معانا وجه هنا لغاية هنا وبيقول لنا أنتوا عايزين إيه؟ هذا إن دل على شيء فهو يدلل بلا أدنى شك على وعي الدولة المصرية بأهمية الصعيد وأهله. بالفعل أنا كامرأة صعيدية متواجدة في الصعيد بقول إن الحاجات دي إحنا لامسينها بالفعل وشايفينها بعينينا. عايزين رسالة طمأنينة من حضرتك للناس قول لهم أنا موجود. يعني إحنا مصريين كلنا مش هنعرف نرضيكوا يعني؟ ده إحنا لو هنقطع من جسمنا عشان حضرتك يا فندم بتأكد لنا إن بكرة هيكون أحسن. لا بقى أنا اللي بأكد لحضرتك إن بكرة هيكون أحسن. طول ما مصر بخير أنا في أحسن. Et nous allons attaquer à présent notre deuxième segment qui concerne justement la Haute-Égypte et l'intérêt qu'accorde le gouvernement à cette région qui nous est chère. Et pour nous en parler, qui de mieux que notre grande journaliste Farida Choubechi. Bonjour. Bonjour à vous. Très bien, merci. Vos téléspectateurs. Merci. Alors, vous le savez, la Haute-Égypte est la base de l'Égypte et la racine de l'Égypte. Et c'est vrai qu'ils se sont sentis longtemps marginalisés, mis de côté, à tel point que la pauvreté avait dévoré cette région. Et le président Abdel Fattah el-Sisi, en arrivant au pouvoir, il s'est juré de rendre la dignité à cette région qui nous est chère et qui est la base de notre pays. Et c'est vrai qu'en voyant toutes les transformations qui ont été faites ces dernières années dans cette région, on a l'impression que ce n'est pas seulement la Haute-Égypte qui lui a été rendue sa dignité et sa fierté, mais aussi à l'ensemble des Égyptiens. Est-ce que vous avez vécu la même chose? Ça, c'est l'impression de tout le monde. C'est la réalité sur qu'on voit et qu'on touche et qu'on distingue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer l'Égypte d'avant à Sisi comme l'Égypte d'aujourd'hui. Et le fait qu'il accorde une attention vraiment honnête et louable à la Haute-Égypte, comme vous l'avez dit, ça veut dire qu'il veut que l'Égypte tout entière soit le pays qui a donné naissance à l'histoire même. C'est-à-dire l'Égypte, c'est un pays, c'est pas n'importe quel pays, c'est pas du chauvinisme, ça c'est, il y a des faits qui sont reconnus par le monde entier. Alors, on reprend maintenant parce qu'on ne peut pas aimer un pays et sentir l'appartenance à un pays sans dignité. Et ça, c'est un point très important qu'a touché le président Assisi. Et moi, qui a vécu les années 60, quand on avait vraiment un sursaut dans tous les domaines, et surtout la dignité humaine, la dignité patriotique aussi, ça c'est très important pour nous. Et je suis, comment dire, c'est-à-dire je suis fier de ce qui se passe maintenant dans mon pays.
Alors c'est vrai que le Premier ministre hier nous a quand même donné des chiffres qui étaient alarmants concernant la Haute-Égypte, comment cette région avait été détériorée, comment la pauvreté avait rongé cette zone. On parlait de 56% de la population qui était devenue pauvre. On avait un système sanitaire qui était quasiment absent. Aujourd'hui, des promesses ont été faites, que 100% de la région soit équipée d'un système sanitaire digne de la population, de leur offrir des logements qui respectent la tradition culturelle de ses habitants, mais aussi qu'elles soient dignes qu'ils puissent vivre dedans. On a pu voir également que les jeunes commencent à avoir des projets en Haute-Égypte pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et éviter d'aller au Caire et faire tout le trajet pour pouvoir trouver du travail. Bref, on a l'impression que enfin la Haute-Égypte commence à se développer et se développer de manière qui n'entrave pas à ces cultures, c'est-à-dire qu'on voit des terrains agricoles qui sont présents. On n'essaye pas de faire de la Haute-Égypte une ville moderne. Vous savez, vous l'avez dit, il n'y a pas un seul besoin de toute l'Égypte. Et surtout maintenant, là où nous voyons de la Haute-Égypte qui n'attire pas l'attention et l'intérêt du président Assisi. Ça, c'est un président qui a un côté humain qui nous manquait beaucoup dans les années, dans les décennies, les dernières décennies. Et comme vous l'avez dit, quand un citoyen sent qu'il est soigné, qu'il est malade, qu'il mange à sa faim, qu'il habite dans une habitation convenable et honorable, tout ça, c'est pour l'intérêt de l'Égypte entière. Et d'ailleurs, dernièrement, le président a dit, moi, mon rêve, c'est que l'Égypte reprend sa splendeur, reprend son rôle dans le monde, que l'Égypte soit l'Égypte. Parce que vraiment, avec le rejet, avec la marginalisation de presque, je ne sais pas moi, presque 80% de la population, regardez maintenant, il accorde une attention humaine et vraiment respectable à tout le monde, à tout ce qui bouge sur l'Égypte, et c'est ça qui va faire de nous un pays digne d'y vivre et digne de le défendre et digne de le développer et digne de s'envoler avec dans le plus haut ciel. Oui. Madame Falida, bonjour. Bonjour. Alors, également, si on parle de ces inaugurations, on parle également de plusieurs projets qui ont été inaugurés. On parle de 11 stations d'épuration d'eau, le complexe d'essence, de production d'essence d'Assiout, qui produit dans les alentours de 800 000 tonnes d'essence par an. Plein de projets et certainement avec un coût estimé à 535 milliards de livres égyptiennes qui ont été octroyés par le gouvernement à ces projets. Alors, comment voyez-vous cette, je dirais, attention particulière accordée à la Haute-Égypte et certainement au reste de l'Égypte tout entière? Je vous ai dit que moi je sens que ce président-là aime son pays, il l'aime, et il le considère, il est conscient de sa valeur. Parce que là, vraiment, nous voyons nous-mêmes, nous sommes témoins de tout ce qui se passe, nous voyons circuler n'importe où maintenant, on trouve des gens qui sont en train de travailler, de rebâtir l'Égypte. Oui. Et tout ce qui est dépensé maintenant reviendra 10 fois plus. Quand l'Égypte et quand la jeunesse commence à travailler et commence à comment dire, à son dévouement pour leur dévouement pour leur pays. Vraiment, moi je sens que c'est un président, c'est un cadeau du ciel. C'est un homme vraiment digne de conduire un pays comme l'Égypte, qui n'est pas, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, et il reconnaît, il est conscient
de la valeur de ce pays-là. Et ça, c'est très important. Et moi, je pense que les projets qui sont en train de se réaliser maintenant, et tous les bénéfices que récolte la population égyptienne partout, et surtout dans les quartiers les plus pauvres, comme nous avons vu dans les régions négligées longtemps, ça c'est quelque chose qui donne un espoir dans l'Égypte de demain. Et ça, je trouve que ça c'est un miracle. Alors c'est vrai que c'est un président qui est conscient de la valeur de son pays, comme vous venez de le dire, mais aussi il est conscient des dangers et des répercussions de la pauvreté, car encore une fois, il nous l'a répété plusieurs fois, la pauvreté amène que du mal, amène et conduit au terrorisme, et lui justement, il essaye de régler le problème de sa source en offrant une vie digne et un emploi à chacun. En fait, il essaye de par-delà aussi de lutter contre le terrorisme. Bien sûr, mais le terrorisme, la pauvreté, c'est le berceau du terrorisme. Vous voyez, quand on dit, c'est là, quand on a besoin du pain, qu'on est soumis à toutes les organisations méchantes et dévastatrices. Et là, aussi, comment dire, c'est-à-dire, on ne peut pas vivre avec une honte de sa pauvreté, de conditions. Alors, quand le président débarrasse la population égyptienne de tous les maux qui se sont accumulés durant les dernières années, ça c'est quelque chose qui nous donne un espoir certain que l'Égypte de demain sera l'Égypte qu'on aime et qui mérite la place que veut lui donner le président Hassi. Alors justement, quand on parle de la Haute-Égypte, on parle également d'archéologie. On a vu que ces derniers temps, le président a rendu sa splendeur à la Haute-Égypte, notamment avec l'inauguration de l'allée des Sphinx, qui était un rendez-vous mondial magnifique et impressionnant. Et là encore, en faisant revenir les touristes en Égypte, et en Haute-Égypte précisément, on redonne vie aux touristes et aux guides touristiques. Ils avaient perdu leur travail ces dernières années, et là on leur donne un petit coup de main de notre part pour que les touristes puissent revenir en sécurité et découvrir cette très belle région. D'ailleurs, tout le monde maintenant voit sur le fait que l'Égypte est un pays où on peut être sûr de la sécurité, et on voit partout que l'Égypte accueille maintenant des congrès très importants et où il y a des participants par dizaines et par plus de 100 pays qui participent, et on voit très bien que c'est un pays sûr, que c'est un pays accueillant, que c'est un pays qui espère donner et qui aide tout le monde, qui espère donner toute l'aide que n'importe qui demande ou on a besoin dans les pays arabes, les pays africains, dans même le monde entier. Et ça, c'est l'Égypte est revenue dans sa position habituelle, avec tout le respect et avec l'espoir, comme je vous ai dit, que demain sera vraiment radieux. Inch'Allah. Madame Faïda Choubechi, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes, et je ne rappelle pas, vous êtes la grande journaliste Faïda Choubechi. Merci à vous de votre participation. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TV internationale. Merci Salma. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.